recrute un mec qui avait fait ses preuves, un Top Gun sur le papier, qu'on paye très cher à ce moment-là. Et en fait, au bout de 3-4 mois, il a 3000 € de notes de frais non justifiées. Il fait pas de reporting sur le CRM. Il n'y a pas beaucoup de leads qui sont apportés, quoi. Et puis en fait, on comprend que c'est la fin. Il pète un câble, et puis il vient à moitié ivre avec une bière à la main, il parle mal au client, et il finit par mettre une main aux fesses à une de mes collaboratrices. Et là, ça passe pas du tout chez moi. Donc je le recadre violemment. On a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et que on a juste commis la plus grosse erreur qu'on pouvait commettre. On a recruté le mauvais gars. Bonjour, je m'appelle Yannis Santer, j'ai 32 ans et j'ai cofondé Miraccess en 2015. Miraccess, c'est une entreprise qui révolutionne l'industrie du PC puisqu'on transforme le smartphone en PC. Tout est né quand j'étais étudiant. J'étais en première année d'école de commerce à l'INSEC. Je me souviens très bien de ce jour, on était tous en amphi. Je regardais les autres étudiants, on avait des cours d'innovation. Et j'ai regardé les autres étudiants, j'ai vu qu'ils avaient tous leur PC portable et le smartphone juste à côté sur la table. Étant technophile, étant geek, une réflexion m'est venue. Je me suis demandé pourquoi on ne transformerait pas le smartphone en PC, en sachant que le smartphone, bien que nouveau, c'est un PC. Et là, tout de suite, je commence à regarder sur Internet si ça existe. Donc je tape « transformer smartphone en PC ». Et je vois que Motorola vient tout juste de lancer un produit qui s'appelle le Motorola Lapdock. Le Motorola Lapdock, donc c'est un accessoire, un PC portable sans composants intelligents. On connecte son téléphone Motorola dessus et le téléphone devient un PC portable. En fait, le Lapdock, ça veut dire Laptop Dock. Je me dis que c'est une superbe idée et que c'est l'avenir du PC. Vraiment, ce passage-là de mon existence est assez clé parce que je me souviens encore de la réflexion que j'ai eue, je me souviens de comment ça s'est passé et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc j'ai tout de suite noté cette idée dans mon carnet à idées que j'ai depuis le lycée où je note toutes mes idées d'entreprise et de produits et de services et voilà. Et donc cette idée, je la garde jusqu'en 2014 et j'ai les réflexions suivantes. Je me dis, en plus à l'époque j'ai un blog anti-Apple parce que j'aime pas trop les produits Apple. Plutôt j'admire la marque mais j'aime pas la fanbase qu'il y a derrière. Et donc en fait j'ai un blog où je rectifie la vérité sur les produits. Non, Apple n'a pas inventé l'iPad, non, Apple n'a pas inventé le MacBook Air. Et je me rends compte en fait en faisant des recherches que ces produits-là existaient bel et bien avant. La tablette tactile, on a Polytel en 1984, on a même Apple qui lance le Newton en 93, on avait la tablette PC de Microsoft en 2001, et je me rends compte que chaque produit, il y a déjà une itération, énormément d'itérations qui se sont créées par le passé, et que le succès d'un produit se crée sur en fait un cimetière de fails, un cimetière de produits abandonnés qui n'ont pas marché, mais qui ont quelque part ouvert la voie, ouvert le marché, créé des idées, et c'est une sorte de sélection naturelle jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que le marché soit prêt, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la bonne idée. Et je me dis, c'est pareil avec ce qu'on appellera plus tard le mobile only, le fait de considérer son smartphone comme un PC. Donc en 2014, là j'ai une première tentative de rassembler une équipe. Très sincèrement, je m'y prends mal. Je sais pas comment faire, je suis encore en études. Je rassemble les mauvaises personnes et au bout d'un mois, c'est abandonné. Mais je continue le projet tout seul. Donc je m'inscris à des concours de start-up, je pitch l'idée, je fais mon PowerPoint, mon business plan, et je me dis que je rencontrerai mon associé plus tard. À l'époque, on était sous le nom de Projet Vantage.
Et là arrive le salon des objets connectés, qui est le SIDO, ce qu'on appelle le SIDO à Lyon. Bon, bah, je suis dans la thématique, j'y vais. Et je me dis, bon, bah, c'est une bonne opportunité pour rencontrer d'éventuels fournisseurs et aussi, pourquoi pas, un associé. Donc, je déambule dans les allées du SIDO. Et puis, soudainement, je croise un visage qui m'est familier, quelqu'un qui vient de mon village, qui s'appelle Louis, qui est aussi de mon lycée, donc qui a 2 ans de plus. Donc, je discute avec lui, c'est bon de te voir ici, on papote, et je lui explique ce que je suis venu faire ici. Et il me dit, ah ben, tu cherches un associé? Bah justement, il y a Paul-Émile ici, donc Paul-Émile Samen, qui cherche du boulot et qui est ingénieur. Donc je fais sa connaissance, je lui pitch le projet, et là il m'a dit, ouais ben, vas-y, ça m'intéresse, on se voit mercredi prochain, chez moi, dans mon appart, et puis on en discute. Et vraiment, je sais pas comment expliquer ça, comment le décrire, mais ça a été un coup de foudre instantané. Moi je dis souvent aujourd'hui, hein, Paul-Émile, c'est comme si on était mariés. Il n'y en a pas deux comme lui, on a une relation qui est assez unique et on est vraiment en symbiose, on se comprend, on sait s'apaiser, on sait. Et en 10 ans de Miraccess, on s'est jamais disputé une seule fois. Donc là, on vient de se rencontrer et déjà, c'est quelqu'un d'enthousiaste. Donc on s'est vu les mercredis suivants chez lui à essayer de fabriquer un prototype. Un prototype d'un produit qu'on a imaginé qui, du coup, transformerait le smartphone en PC portable. Alors on récupère un Motorola Labdoc que je citais plus tôt, on le désosse, on achète 2-3 composants et on essaye de fabriquer notre propre, ce qu'on appelle proof of concept. Un produit premier qui fonctionne et qui démontre le concept. On arrive finalement à avoir un premier prototype qui s'appelle le Lucie, qui était le nom de la coloc de Paul-Émile. Et on le présente à un salon, plutôt un concours de start-up, jeune entreprise de l'année. On arrive finaliste quand même. Et puis à la fin, on se dit, il y a vraiment quelque chose. Est-ce que, là on est à l'été 2015, est-ce qu'on se lance ou est-ce qu'on reste dans nos vies basiques? On prend le temps de réfléchir cet été-là. Et moi, j'étais encore en stage de fin d'études dans une start-up. Mon boss, lui, avait bien vu que j'étais de nature entrepreneur. Donc, il m'a plutôt incité. Il me dit à ce moment-là, si tu veux rester, c'est avec grand plaisir. Mais très sincèrement, je vois bien que il y a quelque chose qui bout en toi et que tu as besoin de l'exprimer. Et j'arrive pas à dormir la nuit. Pendant 2 semaines de réflexion, je ne dors pas parce que cette idée m'obsède. Et un beau jour, je me réveille et je me dis, si cette idée, elle t'empêche de dormir la nuit, c'est que c'est la bonne idée. Donc fonce. J'en parle à Paul-Émile. Il me dit, bon ben, allez, c'est parti. On est parfaitement compatibles. Le projet a de l'avenir. Il est intéressant techniquement. Je rappelle qu'il est ingénieur. Donc allons-y. Et donc là, à la fin de l'été 2015, on commence à chercher un nom. On a Pixelbook, PCbook, Superbook, Vantabook, parce que le nom du projet, c'est Vantage. Paul-Émile a fait latin, donc il arrive et il me dit Mirabook. Ça vient du latin mirare. Mirare, regarder, le miroir. On a la technologie Miracast. Et nous, on fait à peu près la même chose. Mirabook, c'est pas mal. Et ce sera Mirabook. Et l'entreprise, ce sera Miraccess. Et donc là, on décide de se lancer officiellement. Et on commence à faire les démarches pour créer la société. Le 2 novembre 2015, Miraccess est créé.
Donc la boîte est créée, maintenant il faut créer le produit. Donc pendant des mois, on travaille avec un premier bureau d'études en France pour créer un premier prototype qu'on ira industrialiser plus tard. Et ça se passe très mal. On a heureusement chopé la bourse French Tech Émergence. Donc c'est 40 000 euros. C'est la plus grosse bourse. C'est une belle subvention. Et là, il faut qu'on l'utilise à bon escient. Donc on part avec ce bureau d'études, mais étant novice dans tout ce qui est recherche et développement, dans l'entrepreneuriat aussi, on ne fait pas les bons choix, on ne consulte pas assez d'offres. Et on part avec ce bureau d'études et au bout de quelques mois, en fait, on se rend compte, c'est pas le bureau d'études qu'il nous faut. Ils font la mécanique, la gestion du projet, mais ils ne font pas l'électronique. Donc on est censé chercher un bureau d'études électronique à côté. On en trouve un à Saint-Étienne. Bon là on est courant 2016. On paye ce qu'ils appellent une pré-étude. Donc on paye quelques milliers d'euros pour qu'ils étudient ton projet et qu'ils en décident la viabilité ou non. À la fin ils nous disent votre projet il est cool, mais pour nous c'est impossible de faire ça. Pour ça, il faut partir aux États-Unis, en Chine. Et là, je me confronte à la France, en fait, dans toute sa splendeur, qui réfrène l'entrepreneuriat, à cette mentalité toxique qui empêche des jeunes d'aller jusqu'au bout de leur idée. Quelques mois plus tard, on essaie de rentrer au réseau Entreprendre, on nous sort le même discours. Oula, mais ça c'est un projet trop ambitieux pour la France, faut partir aux États-Unis pour ça. Ok, moi j'ai 22, 23 ans et on essaye de me calmer. Bien évidemment, ça ne suffit pas. Et donc comme je le disais, la recherche et développement en France se passe mal. On finit par trouver un bureau d'études qui accepte à demi-mot de partir avec nous, en sachant qu'on a la deadline du CES 2017, en janvier 2017. On arrive en septembre 2016. Là, le bureau d'études nous lâche. On n'arrivera pas à faire le prototype de carte électronique à temps, donc on préfère pas s'engager. On venait encore de payer une préétude de quelques milliers d'euros. Donc on a l'impression de se faire enfler en fait de partout. Voilà, on a une subvention, on a un peu de capital, tout le monde essaye de gratter par-ci par-là. Et là, en novembre de 2016, on n'a plus le choix avec Polo, on doit créer notre propre carte électronique. Donc on achète des composants de dock, de produits équivalents sur AliExpress, on les désosse, on essaie de faire 2-3 soudures pour personnaliser la carte et on arrive à quelque chose. C'est moche, mais ça fonctionne. Et on se dit, ok, on doit changer la mécanique du prototype pour pouvoir faire rentrer cette carte électronique grossière dans la coque. Donc on demande au premier bureau d'études, est-ce que vous pouvez nous créer un espèce de sous-basement, un emplacement pour qu'on puisse mettre la carte. Ce sera moche, mais on essaiera de le cacher sur le salon. On fait ça. Mais là, au moment de produire les coques en aluminium, le bureau d'études nous dit alors on va passer de 6 000 euros à 12 000 euros en fait pour pouvoir les produire parce que notre fournisseur en Chine, il a augmenté ses prix. C'est une blague en fait. C'est pas sérieux. Nous on a signé dans le devis 6 000 et là on nous annonce le double. Donc on convient que si on trouve un fournisseur nous-mêmes moins cher, à ce moment-là on part avec lui. Et ce bureau d'études nous fera l'assemblage puisque c'est 3D, c'est son proto quoi. On arrive via des contacts à trouver quelqu'un en Chine, un Français, qui nous fait ça non seulement pour 4 000 $, mais aussi en 3 semaines. Donc c'est parfait. On fait ça. Quand on reçoit les coques, le premier bureau d'études veut pas les assembler. Ah ouais, mais
En fait, là, on peut pas assurer la qualité parce que ça passe pas par nos fournisseurs. Ah oui, mais c'est votre 3D, donc en fait, c'est votre responsabilité, quoi. Donc ils veulent pas. Après, ils nous demandent de payer un jour homme à 500 balles. Et puis finalement, je m'énerve et on arrive à faire en sorte qu'ils les assemblent. Mais ils les assemblent très mal. Ils serrent les vis à fond. Vraiment, c'est pas du bon boulot. Et là, à ce moment-là, on ressort de cette expérience et on se dit, mais plus jamais, quoi. C'est pas possible d'innover, c'est pas possible de créer un produit en France. On nous met des bâtons dans les roues. Les gens sont pas sérieux. Ils ne connaissent pas les technologies dont on parle, alors qu'en Chine, c'est des évidences. Ils nous découragent. Et en plus de ça, ils font du sale travail à la fin. Donc, on prend la décision que, au retour du CES, bah, on ira en Chine. Et c'est bête parce que moi, quand j'ai eu les commentaires comme quoi il fallait partir aux États-Unis ou en Chine, en tout cas que c'était pas un projet pour la France, ben à ce moment-là, j'ai eu mon esprit de contradiction d'entrepreneur qui a voulu leur prouver qu'ils avaient tort. Et donc c'est pour ça que pendant les 10 années qu'on suivit, j'ai tout fait pour rester un maximum en France. Et que cette entreprise, elle soit française. Donc on arrive au CES, on a des protos tout moches mais qui fonctionnent. Alors moi j'aime bien arriver sur les salons avec une grosse équipe, donc je ramène des amis à moi qui sont aussi actionnaires et on essaye d'avoir une vraie présence. On bouche les allées à distribuer des flyers et on a des rabatteurs qui ramènent sur le stand, donc il y a toujours énormément de monde. Et on voit que la techno elle plaît. Donc on se dit ok, il y a quelque chose, on a des contacts avec des distributeurs, des investisseurs, mais c'est pas encore le bon moment. L'année 2017, c'est une année où on est vraiment concentré sur la R&D et sur ce départ en Chine. On part en Chine pour la première fois, on rencontre des fournisseurs, on prend la température et on part avec un Français en Chine qui nous annonce que ça va prendre 6 à 8 mois pour avoir des protos industrialisables. Ok, super. Nous, de notre côté, on lève quelques fonds en love money. On a levé peut-être 150 000 euros, plus la bourse French Tech, on a à peu près à 200 000 euros levés jusque-là. Et puis, en fait, les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps à se mettre en place et tout est beaucoup plus long. Je me souviens, mon dernier maître de stage dans la startup où j'ai fait mon dernier stage m'avait dit, avant de me lancer, tu verras, tu prends toute tes deadlines et tu fais x3. Et ça s'est avéré vrai, sauf qu'on fait du hardware et c'est même pas x3, c'est x4 ou 5. Donc l'année 2017, c'est une année où on perd beaucoup de temps, où on est obligé de refaire tout ce qu'on a fait en France. Donc on refait la coque, en fait, tout ce qu'on a payé en France n'a servi à rien. À part, bien sûr, nous apprendre une belle leçon. Et on se prépare pour le CES 2018. Quelques jours avant le CES, on est aux États-Unis, on est à Los Angeles, et on reçoit les prototypes du Mirabook tels qu'on les a imaginés. Donc là, c'est à 90% ce qu'on veut. Je me souviendrai toujours de ce moment, j'ai une belle photo d'ailleurs. On célèbre, on est trop content et il y a une notion de fierté qui nous envahit avec Paul-Émile. On voit physiquement le fruit de notre travail. Et on se dit, voilà ce qu'on va montrer. Bon, dans la réalité, ça reste du hardware. C'est excitant, mais il y a toujours plein de problèmes. Donc, on est obligé en dernière minute, gérer les cartes électroniques, faire des mises à jour. Mais c'est fun, en fait. On est dans du hacking. Le CES se passe très, très bien. Et c'est le moment où on doit choisir une technologie. En gros, pour connecter le téléphone au Mirabook, on a le choix entre plusieurs technologies. Le MHL, qui est un protocole créé par Samsung à l'époque avec Sony, qui est utilisé mais qui est en train un peu de disparaître. Le HDMI over USB Type-C, qui est la norme HDMI sur l'USB-C. Le DisplayPort over USB Type-C. Et le DisplayLink,
qui lui est purement logiciel, qui empaquete des paquets vidéo en USB, en données USB, qui les transfère et après qui les décompresse à nouveau en vidéo. Bon, notre concurrent à l'époque, il part avec DisplayLink. On le rencontre à Las Vegas au CES, il nous dit c'est génial DisplayLink, tout est compatible, c'est universel, il faut juste télécharger les drivers, les pilotes sur l'appareil dit. Donc il faut une puce DisplayLink sur le MiraBook et une application avec les drivers sur le téléphone. On se dit ah ouais c'est génial quand même, on va sur le stand DisplayLink, on a un rendez-vous avec eux, c'est l'avenir, on vient de faire un partenariat avec Microsoft, on est vraiment convaincus. On va avoir HDMI, un peu moins d'avenir. MHL avait même pas de stand. Et il nous reste un dernier rendez-vous avec DisplayPort. Et en fait, il faut comprendre que ces technologies-là définissent vraiment le prochain standard. Les téléphones sont petit à petit en train de passer à l'USB-C, du micro USB à l'USB-C, se standardisent là-dessus, mais derrière, il faut un protocole vidéo qui les réunisse tous. On a ce rendez-vous dans une chambre d'hôtel à Vegas à minuit avec DisplayPort. Bon, je me souviens très bien qu'il y avait, il y avait des gens qui s'endormaient à table. Et c'était assez drôle, on était tous fatigués du salon. Mais il y a quelque chose qui a réveillé mon associé et moi tout de suite, qui nous a dressés. Ils nous disent « Bon les gars, on devrait pas vous dire ça, mais dans quelques mois, Samsung va annoncer la sortie du Samsung Galaxy S8 et ils utiliseront le DisplayPort avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appellera Samsung DeX pour Desktop Experience. Donc il faut que ce soit DisplayPort que vous choisissiez. » Donc là, on se redresse avec mon associé et on savait. On a tout de suite compris d'un regard que, en fait, notre avenir, l'avenir de notre boîte, était assuré et que le futur nous donnerait raison. Donc on a décidé de partir avec DisplayPort. On avait cette info de Samsung qui était confidentielle, hein, que nos concurrents n'avaient pas. Et donc on avait une longueur d'avance. Le Samsung S8 il sort en avril 2018. Et nous, on lance notre campagne de crowdfunding en avril 2018 au même moment pour faire écho à ça. Notre campagne de crowdfunding, elle s'est bien passée. On a fait une des plus grosses campagnes hardware en France. On a levé à peu près 240 000 euros. Mais on s'est tout de suite confronté aux difficultés que c'est de gérer une communauté, de gérer des clients qui ont des attentes. Il y a des gens qui pensaient qu'ils allaient recevoir le produit en 48 heures, quoi, comme s'ils étaient sur Amazon. Et dans la réalité, ça a été un enfer pour nous à gérer de manière logistique, financière, parce que l'argent qu'on reçoit lors du crowdfunding, il sert principalement à la recherche et développement de ton produit, mais pas à la production de celui-ci. Et toi, tu comptes sur des levées de fonds successives pour faire tes productions et après satisfaire tes clients, tes pré-clients même. Et ça s'est pas passé comme ça du tout. Mais après cette campagne de crowdfunding qui a duré 2 mois jusqu'à juin 2018, on est contacté par Samsung Electronics en Corée. On est contacté par les mecs qui développent la fonctionnalité DeX. Et ils nous disent « Votre techno, elle est géniale, on a besoin d'accessoires comme vous, et on aimerait beaucoup faire un partenariat pour le lancement du Galaxy Note 9 en août 2019. Est-ce que vous pensez que c'est possible ?» Donc nous, on est hyper excités. On va voir plein d'investisseurs, plein de VC, et on leur montre l'email. On pensait que ça allait faire une différence. On pense vraiment que c'est à l'américaine, en fait, que juste à montrer une preuve suffit à exciter les gens et à les embarquer dans l'histoire. Et en fait, pas du tout. En réalité, les VC nous disent c'est intéressant, ça reste du hardware, donc on n'est pas trop chaud.
On demande à voir. Faites votre industrialisation, produisez quelques centaines, quelques milliers d'unités, et après, on décidera. Ok. Le rêve n'a pas eu lieu à ce moment-là. Donc on avance malgré tout. On garde le lien avec Samsung. On voyage plusieurs fois en Chine. L'année 2018-2019, c'est vraiment génial parce que on voyage beaucoup. On va en Chine pour gérer la R&D, les pré-productions. J'ai un rendez-vous en Corée avec Samsung à Suwon. Donc c'est génial. Je vais au Japon discuter avec un distributeur qui me dit, un peu alcoolisé, t'es le prochain Steve Jobs, je crois beaucoup en toi. Quand on aura vendu au moins 10 000 unités, je t'emmènerai dans le plus beau restaurant de sushi de Tokyo, il y aura les plus belles filles. Donc c'était intriguant quand même comme rencontre, mais, mais c'est des belles histoires. Et, et en fait, ben, je me rends compte qu'on est vraiment en train de vivre le rêve de la startup comme on l'imaginait. Il y a beaucoup de difficultés, c'est les montagnes russes émotionnelles, mais on vit un truc cool, quoi. On prend du plaisir dans ce qu'on fait. On vit une aventure incroyable. Et quand je rentre chez moi, dans mon village, et que je discute avec mes potes, bah, ils ont beau avoir des belles situations, c'est pas la même vie. Donc on est obligé, en fait, de se freiner et de ne pas raconter tout ce qu'on vit, parce que sinon on a l'impression de monopoliser la parole ou d'inventer des choses. Donc il y a cet effet qui est assez incroyable. Et donc en 2019, on commence à bien bosser avec Samsung. On se rapproche des filiales commerciales en fait, en France, aux États-Unis, en Angleterre. On s'éloigne un peu de la Corée, parce que bah, il faut qu'on travaille les clients maintenant. Côté R&D, on a fini les prototypes, maintenant on a des pré-séries. On a produit une centaine de Mirabook qu'on est capable de donner au lead en fait. Et comment on se rapproche de Samsung France? C'était en mai 2019. Il y a un salon qui s'appelle le IT Partners. C'est un salon avec tous les distributeurs, tous les revendeurs, vraiment du monde de l'IT en France. C'est génial en plus parce que ça se passe à Disneyland et le soir, Disney est privatisé. Donc on a les montagnes russes, les gaufres gratos. Et j'y vais avec un de mes associés et mon directeur commercial. Bon, c'est la même personne, hein, mon associé directeur commercial. Et on voit que Samsung a toujours le plus gros stand. Et on se dit, mais il faut qu'on trouve un moyen de les approcher. Donc on commence à présenter notre produit à un product manager, Gauthier, que je salue. Et tout de suite, il trouve ça génial. Il nous présente au directeur B2B. Et puis, il y a des discussions voilà, des discussions business sur le salon qui se créent. On va dans la salle de réunion, on présente plus en détail. Et puis, on est invité bah, finalement à exposer sur leur stand. Donc, ils ont un petit emplacement pour montrer la technologie DEX. Et on a le droit de mettre notre accessoire. On a le droit et on force un petit peu, bien sûr. Ça fait partie du business. Donc, on met notre produit et puis on se met à faire des démonstrations aux gens qui passent. Comme si c'était notre stand. Et Samsung nous accorde cette faveur. Parce qu'ils comprennent que bah, on est une vraie valeur ajoutée pour leur technologie. Et les retours sont bons. On a des distributeurs qui sont intéressés. Les gens de chez Samsung nous introduisent à énormément de monde. Donc ça, c'est vraiment clé dans notre lancement commercial. Parce qu'on se rend compte que oui, on a le support de Samsung Electronics. Et qu'on a le potentiel de faire ça dans tous les pays. Tout de suite, on est présenté après le salon à des grands comptes banques, assurances, des grands comptes BTP, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est génial. On apprend beaucoup. Orange commence à nous suivre. Et Orange, ils nous font comprendre que, en fait, ce qui est intéressant dans notre produit, qui transforme le smartphone en PC portable, ben c'est tout le côté TCO. Le TCO, c'est le Total Cost of Ownership, c'est-à-dire c'est le coût total du PC sur toute la durée de sa vie dans une entreprise, sur une flotte. Et c'est toute la partie RSE. Donc on commence à creuser, mais c'est vrai qu'en fait,
Bah, si on remplace une flotte de PC Windows par des Mirabook et des smartphones, on est capable de réduire le TCO de 70%. Et puisqu'on a moins de composants, on a 40% de composants en moins, on est aussi capable d'être moins polluant et peut-être qu'on devrait creuser ça. Donc ça devient nos nouveaux arguments commerciaux. Et, euh, et on commence à travailler voilà, avec tout ce beau monde à évangéliser le mobile only, le Mirabook. Là, en 2019, on a notre tout premier client important qui se manifeste. C'est les polices en Angleterre, police de West Midlands. On fait un test pendant 6 mois avec eux. Et au bout de 6 mois, ils nous disent « Ok, ben, on va vous prendre 350 unités, on part en déploiement, c'est génial. Votre truc là, ça nous permet vraiment de travailler plus efficacement sur le terrain. Les policiers, ils ont leur téléphone pour travailler, ils prennent les photos d'une scène de crime, ils le connectent au Mirabook, ils tapent leur rapport et ils l'envoient directement au système central. On économise du carburant, on économise du temps, c'est que du bénéfice. Et on remplace nos tablettes robustes qui valaient 1000 $ pièce, plus, il me disait 12 000 pounds par mois de carte SIM, enfin d'abonnement. Incroyable. On déploie, petite start-up lyonnaise, on déploie avec les forces de police en Angleterre. Et là, bah, ça devient tout de suite notre cas d'usage, en fait, qu'on montre sur nos présentations pour des investisseurs, pour des clients. Et ça prend, quoi. On commence donc à trouver nos premiers clients. On a beaucoup de leads, de nouveaux leads qui arrivent, avec des introductions de Orange, des introductions de Samsung, des personnes qui viennent à nous aussi, beaucoup d'inbound, qu'on est très content sur le plan commercial, mais on n'a pas encore de grosses productions. On a produit jusque-là 2000 unités, on les a à peu près toutes vendues, et on n'a toujours pas livré notre campagne de crowdfunding. Beaucoup de potentiel commercial, peu de fonds et peu de produits à vendre finalement. Et donc on essaye de, on essaye de lever des fonds en 2019. On va voir les VC. Les VC nous disent c'est hardware, on n'y va pas. L'industrie, trop compliqué. On va voir les banques. Ah ouais, mais non, là c'est pas suffisant pour les banques. Donc on est un peu désespéré, on fait même appel à un leveur de fonds. L'expérience était catastrophique, hein, je rentre pas dans les détails, mais on a essayé de nous extorquer de l'argent. Je me souviendrai toujours, on est en juin 2019, et je suis au Japon, et c'est catastrophique. C'est censé être le meilleur voyage de ma vie avec ma copine. Et finalement, bah, c'est la catastrophe parce qu'on n'a plus d'argent, on a plus 4 ou 5 mois de salaire non payé, on a moins 100 000 sur le compte, et ça fait depuis des mois qu'on essaie de lever des fonds et on n'y arrive pas. Et là se produit ce que j'appelle un miracle, ce qui montre que le facteur chance est un des plus importants quand on entreprend. On a écrit une update sur la campagne de crowdfunding, et il y a un mec qui dit ben, vous avez des problèmes financiers, moi ça m'intéresse d'investir. Bon, le mec c'est un Parisien, la chance, sachant que la plupart des clients étaient soit américains soit japonais. Donc tout de suite je prends ses coordonnées, je le contacte, je monte à Paris, je le rencontre. Et il me dit moi je crois que t'es le prochain Steve Jobs, je crois vraiment en ce que tu fais, t'as la passion et je vois que t'iras jusqu'au bout. Vas-y, je pose 250 000. La chance, il nous sauve. 250 000, l'argent attire l'argent, on arrive à lever 450 000 en equity, 800 000 avec la BPI, et puis voilà, c'est relancé. C'était vraiment décisif, et, et je pense que ce genre d'histoire, tout entrepreneur, tout start-upper en a une, quoi. La force était avec nous ce jour-là. Mais malheureusement, vient le Covid. Et le Covid, bah, je pensais que
En fait, quand ça arrive, le Covid, je pense à ce moment-là que ça va être une bénédiction parce qu'il n'y a plus de PC en stock. Tout le monde cherche des PC, toutes les boîtes sont en panique parce qu'il faut absolument activer le télétravail. Et nous, on est une solution idéale du télétravail. Les collaborateurs sont déjà équipés de smartphones, on n'a plus qu'à venir leur fournir l'accessoire pour qu'ils puissent travailler. En plus de ça, début 2020, on a commencé des tests chez La Poste, chez EDF, enfin chez plein de grands comptes. Et donc je pense à ce moment-là que ça va être génial. Et dans la réalité arrive le confinement et puis les comptes comme EDF, les Mirabooks sont restés au bureau dans un placard, on n'a plus le droit de retourner au bureau, je pense avant bien 1 an. Donc là, on peut pas les tester. Et puis de toute manière, la priorité, c'est d'acheter des PC absolument à n'importe quel prix pour équiper les collaborateurs. On n'a pas le temps de tester des nouvelles solutions. C'est trop de boulot. Et je me rends compte que ce sera plutôt un cauchemar. Et on traverse ce moment-là, mais très difficilement. Personnellement, j'ai bien vécu le Covid parce que c'était sympa, ça changeait. Il y avait un petit côté dystopique. Mais professionnellement, je vois que ça fragilise énormément notre boîte et que ça peut détruire le rêve. En août 2020, je suis accepté dans un programme qui s'appelle K-Startup pour partir 3-4 mois en Corée, financé par le gouvernement coréen avec une bourse de $10 000. Donc c'est à la fois un échappatoire et à la fois une belle opportunité de se rapprocher de Samsung. Donc je pars là-bas, je laisse la partie administrative à mon associé Paul-Émile. Bon, très sérieusement, il est beaucoup plus doué que moi dans ça, donc tant mieux. Et donc j'y vais pour faire du business. C'était, je pense, le moment le plus heureux dans ma vie. Parce que quand en France vous étiez confinés, nous on était là-bas entre guillemets à faire la fête et faire du business, tout ce que j'adore. Et je rencontre plein de nouveaux contacts, plein d'entrepreneurs, donc c'est hyper enrichissant. Et j'ai des réunions avec Samsung en Corée, la team B2B Monde, et ils nous promettent leur support, leur aide. Super, quand je rentrerai en France, il va se passer des choses alors. Je rentre en France, là on fait un partenariat signé avec Samsung Europe, donc c'est trop bien. Et je me dis, cool, l'année 2021, on va se relancer et ça va être une année charnière. Sauf qu'on n'a plus d'unités et on n'a pas d'argent pour produire. Et on n'a toujours pas livré notre campagne de crowdfunding. On a dû livrer peut-être un tiers des personnes. Donc gros souci financier à nouveau. Parce qu'en fait, les levées de fonds sont jamais suffisantes. On est tout le temps en train de courir après la prochaine parce que celle qu'on réalise n'est pas assez conséquente. Et oui, c'est expliqué parce que malheureusement, en France, très peu de gens veulent investir dans l'industrie, ça fait peur, c'est pas assez rentable pour eux. Sauf que quand on regarde les boîtes les plus valorisées au monde, bien sûr, forcément américains, ils font tous du hardware. Et là, on arrive à déployer nos dernières unités avec les polices en Irlande, la Irish Garda, grosse fierté à nouveau. On a déployé à peu près 600 unités avec elle, donc on double en plus le volume de déploiement par rapport aux polices d'Angleterre. On a plein de leads avec d'autres polices d'Angleterre, Lancashire, British Transport Police et tout. Vraiment, il y a plein de choses à faire, mais on n'a même pas d'argent pour aller là-bas et faire le travail. Donc je me mets à chercher des fonds. J'y vais cette fois pour lever entre 5 et 7 millions d'euros en me disant on a fait nos preuves, on a un partenariat signé avec Samsung, donc maintenant il faut lever une série A. Et une série A, pas une série A à 1 million, une vraie série A quoi. Ça me prend 18 mois avant d'avoir la levée de fonds que je n'espérais même pas en fait. On a levé 2,5 millions, donc 2 fois moins que ce que j'espère à ce moment-là. Et pendant ces 18 mois, je
Je pense que c'était les 18 mois les plus intenses de ma vie. J'étais obligé de regarder Naruto. Heureusement que ma copine avait accepté. C'est elle qui avait toujours refusé depuis le lycée de regarder Naruto. Elle a accepté de passer le cap pour moi. Ça m'a donné beaucoup de force, ce message de ne jamais abandonner. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Je me souviens d'une phrase. Si je pense à l'échec, ça me détourne de la victoire. Et ça résonne en moi. Et l'été 2021 est très très dur. Mais heureusement qu'on regarde cette œuvre de fiction qui me donne beaucoup de force et qui me permet d'être résilient. Et heureusement que j'ai aussi un associé formidable avec lequel on peut tout se confier et puis on arrive à remonter la pente du moral. Et on contacte 100 fonds, 150, 200 investisseurs. Et à chaque fois, je me dis, bon, allez, vas-y, j'en fais 50 de plus. Vas-y, j'en fais encore 50 de plus. Et on arrive à 250. 250, là, j'en ai 2 qui acceptent. Et donc, on arrive miraculeusement, alors que 99,9% des gens auraient abandonné depuis longtemps, on arrive à lever 2,5 millions, avec en plus, bien sûr, des BA, des business angels qui nous suivent, parce que le projet, il a de l'avenir. Donc 2,5 millions de levée de fonds, c'est pas ce qu'on espère à ce moment-là, mais on se dit c'est toujours quelque chose. Plutôt que de nous laisser 2-3 chances de réussir, là ça nous laisse une seule chance de réussir. On n'a pas le droit à l'erreur. Une levée de fonds américaine, forcément tout coûte plus cher là-bas, mais ça aurait été 10-15 millions, parce que les investisseurs, ils comprennent que entreprendre, c'est pas réussir du premier coup. Entreprendre, c'est commettre des erreurs, tomber par terre, se relever, apprendre de ses erreurs, se calibrer, mais avancer malgré tout. Et donc là, on n'est pas dans une bonne situation, mais il faut qu'on assume. On a des investisseurs derrière nous qui ont cru en nous, et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc avec mon associé, on décide de recruter ce qui nous manquait, quelqu'un en marketing. On n'avait pas fait de marketing depuis 2019. Et surtout, du commercial, quoi. On recrute un mec qui avait fait ses preuves parce qu'il avait participé au déploiement auprès des forces de police en Irlande en 2021. Il bossait pour les polices d'Irlande. Avant, il bossait chez Vodafone et tout. Enfin, un Top Gun sur le papier. Un mec d'une 50aine d'années qu'on voulait tous dans la boîte. Qu'on paye très cher à ce moment-là. Et en fait, au bout de 3-4 mois, on voit qu'il fait pas ses notes de frais. Il a 3 000 € de notes de frais non justifiées quand il est parti sur un salon aux États-Unis. On voit qu'il ne fait pas de reporting sur le CRM. Et puis on voit qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de leads qui sont apportés, quoi. Donc on renouvelle sa période d'essai, mais en se disant, on lui laisse 1 mois supplémentaire. Et là, on arrive au Mobile World Congress 2023. C'est un salon qu'on faisait à peu près chaque année. C'est le salon où on a le plus de retours parce que c'est notre industrie, l'industrie du mobile. Et puis en fait, on comprend que c'est la fin. Il n'est pas du tout investi. On a bloqué la carte de la boîte qu'il utilisait parce qu'il ne faisait pas de notes de frais. On lui demande à ce moment-là de remplir déjà toutes les notes de frais en retard avant de pouvoir dépenser à nouveau de l'argent. Il pète un câble. Et puis il vient au salon à moitié ivre avec une bière à la main. Il parle mal aux clients. Et il finit par mettre une main aux fesses à une de mes collaboratrices. Et là, ça passe pas du tout chez moi. Donc je le recadre violemment et je lui dis juste de se barrer, quoi. C'est pas acceptable. Mais on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et que on a juste commis la plus grosse erreur qu'on pouvait commettre. On a recruté le mauvais gars. Donc comment expliquer ça aux investisseurs ? On leur dit
Voilà, on a perdu du temps, de l'argent, mais on a quand même un plan pour se relever. On va recruter différemment. Là, si vous réinjectez de l'argent, il nous devait 700 000 € de deuxième tranche. Si vous remettez la deuxième tranche, on va faire les choses différemment. On va recruter des jeunes. On va mettre beaucoup d'incentives, des bonus, des trucs à gagner, des concours. Et puis on va décupler la force commerciale, quoi. Ça va être des gens moins chers, mais plus motivés, avec plus d'énergie. Ben, pendant des mois, ils me font miroiter qu'ils sont en train de réfléchir et finalement, ça les intéresse pas. En octobre 2023, le redressement judiciaire est prononcé pour Miraccess. Donc mon associé et moi, notre plus grosse force, c'est la résilience. À ce moment-là, ça fait 8-9 ans qu'on bosse sur ce projet. Donc on sait qu'il faut pas abandonner. On se sépare de toute notre équipe, on se retrouve à deux. En sachant que moi, j'ai un bien plus grand rôle puisque je dois essayer de redresser la barre commercialement. Lui s'occupe à ce moment-là de l'administratif pour me soulager et du support. Et on se demande si on doit adresser ça avec nos partenaires, nos clients. Enfin, c'est une inconnue pour nous. On sait pas vraiment quoi faire. Et en fait, il se passe un truc, c'est que c'est quand on est à terre qu'on essaye de se relever. C'est pas quand on est déjà debout qu'on essaye de se relever. Ça paraît logique comme ça, mais du coup, on a un coup de pied aux fesses et on se dit c'est maintenant ou jamais. Et là, commercialement, moi, je me réveille. Ça a été mon erreur par le passé. J'ai confié ces responsabilités à mes collaborateurs sur la partie commerciale. Maintenant, c'est à moi d'assumer et on me le répète, hein, mes actionnaires me le répètent, mais c'est toi, Yanis, le meilleur vendeur. C'est à toi d'incarner ce rôle. Donc j'y vais. Je fais un x6 du chiffre d'affaires sur la même période entre Q1 2024 et Q1 2023. Je me dis, bon, bah, peut-être que c'est suffisant pour convaincre les VC de mettre la deuxième tranche. Ça ne l'est toujours pas. Donc le Q2 se passe aussi très très bien. Et en fait, tous les 2 mois, j'avais rendez-vous à Strasbourg au tribunal de commerce pour voir si le tribunal prononce la liquidation ou si on a à nouveau une période. Et j'arrive à repousser l'échéance 4 fois. Eux-mêmes me disent, bah c'est un peu du jamais vu, quoi. Eux-mêmes, au tribunal, les juges croient au projet, croient en moi, et j'ai une sorte de responsabilité aussi envers eux de délivrer, quoi. Et donc là, on arrive en juin 2024, et je sais à ce moment-là qu'on n'y arrivera pas. Je sais que les chiffres ne sont pas bons parce qu'on arrive au début de l'été et bah, il se passe pas grand-chose en France l'été. Et donc j'arrive au tribunal voilà, en sachant que aujourd'hui c'est le jour de la prononciation de la liquidation. Bon, ça se passe très bien. Moi, je suis droit dans mes bottes. J'ai rien à me reprocher. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Je représente aussi mon associé qui a pas fait le déplacement. J'incarne notre équipe. Il me demande est-ce que je souhaite dire un dernier mot, est-ce que je souhaite dire quelque chose à la barre. Je m'avance et je dis je voudrais profiter de ces derniers instants en tant que CEO de Miraccess pour prononcer un proverbe japonais sur la résilience, le succès. C'est tomber 7 fois mais se relever 8. Ça les fait sourire. Moi je suis content. J'ai le sentiment du devoir accompli. Et ils me disent bah c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ça a été une sacrée aventure pour vous. Sous-entendu, maintenant, reposez-vous et regagnez en force avant votre prochaine aventure.
Et donc l'année 2024, c'est un moment pour moi où je me repose après 10 ans de combat. Donc je fais du jardinage, je m'occupe de mon gamin, je prends du temps pour moi, pour réfléchir. Mais j'ai toujours cette flamme que je partage avec mon associé et on se dit que c'est pas fini, que en fait ce n'est que le début. Il y a à plusieurs moments pendant ces 10 ans, on aime bien le Seigneur des Anneaux et je lui demandais, à ton avis, dans la trilogie là, on est à quel moment? Là, on est tu sais, dans le 3, la bataille près de la rivière. Je dis voilà, la bataille d'Osgiliath. Je pensais exactement au même moment. Et en fait, bah, cette année, on attendait notre Gandalf qui vienne nous sauver. Et il est pas venu, mais ça veut pas dire qu'il ne viendra pas. Donc si on fait le bilan de cette belle histoire, au début, on nous a dit c'est pas un projet pour la France, il faut partir aux États-Unis, il faut partir en Chine. Et moi, j'ai toujours voulu prouver à ces gens qu'ils avaient tort en faisant le produit en France. Donc j'ai insisté et pendant 10 ans, on a tenu bon. Mais à la fin, bah, tout compte fait, c'est peut-être eux qui avaient raison. Alors j'exclus pas du tout ma part de responsabilité là-dedans, dans les choix qui ont été faits, dans la gestion. Moi, j'estime que quand on a levé en 2022, c'était pas assez. En fait, je visais plus. Mais compte tenu de la nature du projet, c'était très compliqué de lever plus. Donc on a pris ce qu'on pouvait et on a fait avec ce qu'on a pu. Mais en fait, ouais, à la fin, ils avaient raison, quoi. On peut pas monter un projet hyper ambitieux en France, en Europe. On peut pas avoir le projet de devenir un champion mondial d'une technologie, d'un, d'une industrie, c'est quasiment impossible. En tout cas, quand on part de pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de redémarrer le projet aux États-Unis. Euh, donc c'est quelque chose qui est en cours. On a trouvé des investisseurs ultra motivés pour nous suivre parce que le projet, il est béton aujourd'hui. On a 10 ans de retour marché, 10 ans de retour client, 10 ans d'expérience dans ce domaine-là, dans la R&D, dans l'industrialisation, dans la vente. On a 10 ans d'accumulation de connexions business. Donc aujourd'hui, on sait exactement quoi faire. C'est un peu comme une vieille machine d'arcade, en fait. C'est insert coin, on remet un jeton et puis c'est reparti. C'est dur de retrouver la motivation alors quand on est au plus bas. Mais justement, moi, j'ai cultivé ce moment juste après la liquidation à me dire que c'est pas un échec, c'est juste un autre chemin, comme dirait Gandalf, et que en fait à tout ça, bah, il y a une suite, et la suite c'est à nous de l'écrire. Donc la suite, elle sera aux États-Unis, à Austin au Texas. Il faut savoir que là-bas, les levées de fonds sont quand même beaucoup plus conséquentes. On croit beaucoup plus au projet, on y met beaucoup plus d'argent parce que il y a cette volonté de vraiment créer des champions de la tech. Donc c'est ça qui nous motive parce qu'on sait que là-bas la culture du risque est différente et plus adaptée en fait à la culture des startups. Donc si ça doit se passer, c'est là-bas. En plus de ça, Austin, il y a un vrai écosystème industriel qui se crée, qui commence vraiment à émerger depuis que notre ami Elon a bougé SpaceX et Tesla là-bas. Donc on a envie d'y croire, on a des gens qui sont prêts à y croire avec nous. Donc là, on se dit que d'ici quelques mois,
on pourra recommencer l'aventure sur de bonnes bases, une base beaucoup plus saine, sans dette, sans problème, juste avec l'envie d'avancer, en sachant que ouais, en fait, on va refaire exactement le même chemin, mais on va dire que quand on a commencé il y a 10 ans, on a fait le produit dont on rêvait et maintenant, on va faire le produit, dont les clients rêvent et ça fait toute la différence. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude, quand on plante, on repousse. Planté.